Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, vous avez votre caméra éteinte et votre micro ouvert, mais voilà, a priori, tout est normal. J'espère que vous nous entendez bien. Vous avez un chat à votre disposition. Vous pouvez, voilà, soit vous dites à l'oral que vous nous entendez bien, ou vous pouvez aussi l'écrire directement dans le chat qui s'appelle Discuter et que vous trouvez normalement en bas de votre écran. Vous avez une petite bulle où vous pouvez directement poser vos questions, vos remarques via cet onglet. On va attendre encore une minute ou deux, puis on va pouvoir commencer. Peut-être du coup vous dire qu'on vous remercie d'être présent, que cette visio est enregistrée. Elle sera en replay sur la chaîne YouTube de la Fédération de l'art urbain. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour la revoir, évidemment, ce sera possible. Et la Fédération de l'art urbain donc, est très heureuse d'organiser cette session avec Frédéric Steimer, donc trésorier de la Fédération, et Jean Faucheur, président de la Fédération de l'art urbain. Et donc moi, je suis Cécile Cloutour, je suis coordinatrice générale de la Fédération, et je suivrai un petit peu les questions au fur et à mesure de cette session d'info qui va durer environ 40 minutes de discussion entre Frédéric et Jean, et ensuite il y aura une phase dédiée aux questions. La Fédération de l'art urbain donc, est une association qui est soutenue par le ministère de la Culture et qui œuvre notamment pour l'accompagnement professionnel des artistes et des acteurs professionnels et amateurs de la culture. Et dans ce cadre-là, on voulait organiser cette session dédiée aux NFT pour aborder un sujet qui revient très régulièrement actuellement dans le secteur de la culture et aussi de manière générale. Donc voilà, c'est l'occasion un peu de soulever les problématiques que cela engrange. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Frédéric et Jean, je vous laisse la parole. J'ai mis à l'écran la présentation un petit peu générale de la problématique. Et puis, c'est à vous. Merci Cécile. Je voulais juste préciser un petit peu, j'ai mon qualité de trésorier de la fédération, l'animateur et le développeur et le fondateur d'une start-up blockchain dédiée à la création d'une manière générale, ce qui me donne un petit peu plus de compétences pour pouvoir parler des NFTs et de la blockchain. C'est un domaine que maintenant je connais très bien. Alors moi, je m'appelle donc Jean Faucheur, je suis artiste et président de la fédération et totalement candide sur les NFTs. Donc j'ai un peu potassé le sujet avant cette réunion, mais donc je vais jouer vraiment le rôle du candide dans cette histoire. Voilà. Peut-être que d'ailleurs on pourrait commencer par un peu quelques définitions parce qu'elles sont importantes, d'autant plus que beaucoup de mots qu'on va user aujourd'hui dans cette réunion sont en anglais. Donc, c'est important de parler un petit peu. Moi, de temps en temps, je t'arrêterai, Frédéric, sur les quelques mots que tu vas employer et qui peut-être me mettront en difficulté. Voilà, donc je te laisse peut-être commencer d'ailleurs par la définition des NFT ou NFTs. NFTs, oui, non-fungible tokens, ou en français les jetons non fongibles, qui sont en réalité un certificat d'enregistrement dans la blockchain. Et alors, je pense qu'il serait judicieux de démarrer par dire et expliquer ce que c'est que la blockchain. Parce que sans blockchain, pas de NFTs. Et la blockchain, c'est depuis maintenant une douzaine d'années l'invention majeure de la révolution industrielle que sont les nouvelles technologies. Beaucoup considèrent que c'est d'une ampleur équivalente à celle de la vapeur au 19e siècle, dans la mesure où la blockchain est une technologie informatique qui permet de se passer d'un tiers certificateur pour enregistrer une transaction. Alors, un petit rappel historique, la blockchain a été créée pour le Bitcoin. Et cette monnaie, Le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle, hein, c'est c'est ça? une monnaie virtuelle, ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Alors, le terme est un peu abusif, on parle plutôt de crypto-actif. La monnaie, c'est pour désigner son utilité, mais il s'agit d'un actif numérique qui est
partagée entre deux ordinateurs. Et cette blockchain permet justement d'enregistrer les transactions. On a commencé par cette monnaie là, virtuelle parce que la première fonction d'une banque est un tiers certificateur qui certifie que A a transmis à B un certain volume de monnaie et que B les a bien reçus de A. Eh bien, la blockchain se charge de réaliser cette certification puisque A et B se transmettent ce qu'ils ont à se transmettre. Et au moment où la transaction est finalisée, un fichier est édité et transmis je vais faire simple, dans des milliers d'ordinateurs, le même fichier, de sorte que la transaction en elle-même s'inscrit dans une succession de transactions qui sont redatées. Et lorsque un certain nombre de transactions sont enregistrées, elles constituent un bloc, ce qui fait la blockchain. Et pour avoir cette garantie absolue de validation de la transaction et surtout de l'impossibilité de revenir en arrière et de l'impossibilité de fraude, c'est qu'il faudrait, pour pouvoir arriver à cette fin, retrouver les milliers de fichiers qui ont été échangés, de sorte que c'est une consommation d'énergie telle que c'est rigoureusement impossible. Théoriquement, ça l'est par l'utilisation d'un méga ordinateur quantique, sauf qu'aujourd'hui, même si la technologie existe, elle n'est absolument pas en mesure de pouvoir réaliser comment dire, cette recherche de fichiers et cette invalidation. Donc aujourd'hui, la blockchain est quelque chose de totalement sécure. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun risque de hacking. Toutes les tentatives amiables, volontaires ou frauduleuses ont tout échoué. En revanche, la sécurité est un problème extrêmement important et ce sont l'utilisation qu'en font les utilisateurs de leur mot de passe et de la protection de leurs données qui constitue le principal risque de hacking. Mais en cela, la blockchain est une technologie absolument sûre, efficace pour se passer de tiers certificateurs. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, juste donc, si je comprends bien, c'est qu'en fait, c'est une forme de coffre-fort absolument inviolable, avec un code dont je suis le seul à avoir le numéro et qui est un peu disséminé à travers les ordinateurs du monde entier. Hein, absolument. Et ce coffre-fort enregistre les transactions. D'accord. C'est-à-dire que le coffre, il enregistre les transactions et il enregistre également ce que tu as en portefeuille. Dans un premier temps, ça ne concernait que les biens fongibles. Et la monnaie est le premier des biens fongibles. Oui. Fongible, tu peux donner une définition du mot fongible. La fongibilité, c'est l'identité dans la différence. Pour simplifier, en réalité, en prenant un exemple concret, la monnaie est le premier des biens fongibles. Je te donne une pièce d'1 €, tu me rends une pièce d'1 €, ce n'est pas la même pièce, mais en revanche, c'est 1 €. Et donc, la monnaie est en cela fongible. Donc, la blockchain et le Bitcoin, la Bitcoin est un bien fongible. Et les premiers protocoles, les premières blockchains concernaient que des biens fongibles. Ethereum, il y a 8 ans, a réussi à développer la technologie initiale qui avait été inventée pour le Bitcoin en permettant l'enregistrement de biens non fongibles. Et c'est là où on en vient au NFT, Non-Fungible Token, jeton non fongible. Et en réalité, ce qu'il est possible de faire désormais, depuis ces quelques dernières années, c'est d'enregistrer dans la blockchain toutes sortes de biens, pour peu qu'ils soient encapsulés dans un fichier numérique. Et en cela, on peut tout enregistrer dans la blockchain. Il suffit d'enregistrer un fichier .doc avec du contenu dedans. Et en cela, c'est développé en matière artistique, puisque c'est la matière qui nous occupe, la possibilité d'enregistrer dans la blockchain des œuvres, mais des œuvres numériques, ou dont le support est numérique. Et ça s'arrête là. Et quand on parle aujourd'hui de NFTs, en tant qu'art numérique, c'est une utilisation totalement impropre du terme. Parce que le NFT n'est ni plus ni moins et rien que ça, que le certificat d'enregistrement dans la blockchain. Lorsque j'enregistre un fichier, j'ai en retour le certificat qui justifie que la transaction a bien été enregistrée. Et c'est ça le token, c'est ça le NFT. Ce n'est pas le visuel, ce n'est pas l'art, ça n'a rien d'artistique. C'est juste un certificat d'authenticité. En revanche, et on va utiliser un terme qui est le terme de sous-jacent, c'est le fichier qui sert de base à l'enregistrement qui constitue la qualité de l'opération.
en réalité, j'enregistre un visuel artistique. On pourra donc considérer que c'est de l'art. J'enregistre un contrat financier. À ce moment-là, on a quitté le domaine, ça reste un NFT, mais on n'est plus dans le domaine artistique, on est dans le domaine financier. Et il en va de cela pour tous les fichiers. C'est la nature du fichier qui est enregistré qui constitue la nature elle-même du NFT, s'il est artistique ou d'une toute autre manière, ou dans une toute autre matière. Alors, dans cette perspective, pourquoi est-ce que le monde de l'art s'intéresse aux NFTs? Qu'est-ce que ça apporte, je dirais, au monde de l'art? Et à quoi pourrait-on comparer ça, si on voulait trouver une image simple? Par exemple, l'invention de la gravure sur métal a permis la multiplication des images. Est-ce qu'il y a un exemple simple qui permettrait un petit peu de transposer, même si c'est compliqué? Difficilement transposable, mais effectivement, on rejoint un peu la même utilité. En fait, le fait d'enregistrer, la première fonction, comme je l'ai dit, du NFT, c'est d'enregistrer dans la blockchain. Et en cela, lui assurer une authentification gravée dans le marbre pour l'éternité, tant qu'Internet existera, tant que les serveurs informatiques, tant que cette technologie existera, on ne pourra pas le revenir en arrière, puisque une fois que c'est enregistré dans la blockchain, on ne peut pas l'en retirer. Donc, c'est pour un artiste la possibilité d'enregistrer son travail dans la blockchain. C'est de pouvoir, simplement en envoyant, en enregistrant, en servant des plateformes, dans un PDF avec le visuel, les informations techniques d'une œuvre physique, l'enregistrer et en cela lui assurer graver dans le marbre le fait sur l'authenticité, la paternité de l'œuvre. Ça, c'est la première fonction qui peut être faite. Ensuite, pour les œuvres numériques, et c'est en cela que c'est développé cette folie autour des NFTs, je parle volontairement de folie parce qu'on a atteint des prix absolument délirants, des valorisations totalement délirantes sur des choses qui finalement n'en valent pas véritablement, de mon point de vue, l'intérêt. Mais ça permet d'associer un fichier numérique qui est reproduisible à l'infini, dans la même qualité que le fichier original, une unicité, c'est-à-dire que j'associe au fichier précisément que j'ai enregistré dans la blockchain le certificat d'enregistrement, de sorte que ce fichier-là est unique. Même s'il est reproduit à l'infini, le fichier que j'ai enregistré, lui, est unique. Et je peux le vendre. Je peux le transférer à quelqu'un qui en achète. Et c'est développé en cela, donc cette spéculation, cette hyper-spéculation qui a donné lieu à des prix absolument délirants, tout simplement parce que c'était nouveau, ça faisait le buzz, parce qu'il y avait de nouveaux acteurs sur ce marché, dont les clients sont principalement des jeunes geeks, nerds issus de la communauté crypto, qui ont fait fortune dans le Bitcoin essentiellement et dans les premiers NFTs et qui du coup se sont jetés là-dessus en se disant qu'ils avaient trouvé la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, on doit un peu revenir un peu sur justement ce marché-là pour constater que la bulle spéculative qui s'est créée, qui a valu à ce que Beeple vende à plus de 69 millions de dollars, un assemblage, un patchwork de photos, de 5000 photos, sans aucune création artistique, sans aucune recherche artistique, simplement un patchwork de photos, mais vendu et très bien vendu par Christie's, il a fait 69 millions de dollars. C'est ce qui vaut aujourd'hui que les Bored Ape Yacht Club, les Blue Chips, les Crypto Monkeys, Kitties et compagnie soient valorisés des centaines de millions, voire par exemple les Bored Ape Yacht Club, 47 millions de dollars, ce qui est absolument délirant. Mais on voit depuis quelque temps le marché un peu fluctuer et on se demandait si la bulle spéculative qui s'est créée depuis 2 ans ne commence pas à frémir dans un sens explosif. Et pour cela, on a l'exemple du premier tweet qui s'est vendu 29 millions de dollars il y a quelques semaines, quelques mois, dont l'acquéreur a souhaité, à des fins caritatives pour moitié, le revendre. Non, excusez-moi, je crois qu'il s'était vendu pour 3 millions de dollars. Voilà. 3 millions de dollars et qui voulait le revendre 49 millions de dollars ou 48 millions de dollars, dont 21 devaient servir à des œuvres caritatives pour la guerre en Ukraine et qui ne trouve absolument pas preneur. C'est un bid, un four total. Alors, si je comprends bien, je veux dire, quand un artiste lambda va mettre une œuvre qui d'abord au départ était un objet physique, la plupart du temps
hein, c'est ce qui se passe généralement, c'est-à-dire un objet physique qui est pris en photo, enfin qui est mis en scène numériquement et qui va ensuite se retrouver dans un coffre numérique. Euh, on est juste en fait dans un système où on dépose quelque chose quelque part et dont on imagine qu'il est dans un univers plutôt spéculatif aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des artistes qui travaillent, je dirais, de manière un petit peu plus profonde ce système-là? J'ai été voir sur Internet et il y a un artiste qui s'appelle Kevin McCoy, qui, je crois, en 2014 a fait le premier NFTs artistique et qui, du coup, a développé toute une réflexion sur, je dirais, les blockchains elles-mêmes, c'est-à-dire qui utilisent le système pour générer des images et faire des choses comme ça. Absolument. Il y a de véritables artistes qui sont mis sur je veux dire, ce marché, mais qui ce sont segment. ce segment, ou en tout cas, c'est cet objet un peu ovniesque dans la mesure où il est difficile à définir. Mais à partir du moment où on reste sur une œuvre numérique, on peut quasiment tout faire. La seule limite, ce que j'ai l'habitude de dire hein, quand je croise des artistes avec qui j'en parle, c'est qu'il n'y a aucune limite à l'exercice. Dès lors que ton idée ou ton imagination peut être encapsulée dans un fichier numérique, on peut l'enregistrer dans la blockchain et en faire quelque chose. Le fait de faire des NFTs pour faire des NFTs n'a absolument en soi aucun sens. L'idée dans la démarche artistique, c'est justement de trouver un sens aux choses. Là, le fait d'utiliser la technologie avec la réalité sans en être complètement déconnecté, en ayant une démarche, une création de l'œuvre de l'esprit, il y a quelque chose à faire et il faut que la communauté des artistes s'empare de cet outil, l'utilise et qu'il ne la laisse pas à des studios de graphisme qui créent des images hyper pixelisées à des seules fins spéculatives. L'outil en lui-même est intéressant. Il permet d'associer, de retrouver le même caractère qu'une œuvre physique dans la réalité, une œuvre originale, puisque le fait de l'enregistrer donne l'authenticité, la paternité et l'unicité de la pièce au fichier numérique. Et en cela, il y a possibilité de créer énormément de choses. Il y a des artistes qui créent des pièces qui sont, par exemple, j'ai l'exemple d'un artiste qui a créé un petit clip puisque son obsession est le processus créatif, dont l'ensemble de la pièce va être de décrire les différentes étapes pour arriver de A jusqu'à Z de la création de la pièce, et le Z étant constitué par la mise à feu de l'ensemble, et l'acquéreur du NFT, lui, recevra une urne contenant les cendres de la pièce originale, de l'œuvre physique. Donc on a une œuvre numérique qui est le processus créatif, et puis sa représentation physique constituée par l'urne avec les cendres. Donc il y a plein d'idées, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est aux artistes de s'emparer de l'objet et de créer en utilisant leur imagination qui est sans limite. La seule limite, encore une fois, c'est de pouvoir l'encapsuler dans un fichier numérique. Autre question, à partir du moment où je mets une œuvre dans une plateforme, parce que je vais passer d'abord par une plateforme, je suppose, hein, est-ce Obligatoirement. qu'on peut me dire de moi que je serais un crypto-artiste? Artiste tout court, il n'y a pas besoin de rajouter Okay. le qualificatif. Je crois que les définitions, les qualifications infinies n'ont pas besoin. Il suffit d'être un artiste. Après, le fait de l'enregistrer dans la blockchain et de la figurer sur une plateforme ne donne pas une qualité particulière. Elle donne accès à un marché particulier, à une nouvelle catégorie d'utilisateurs. Et la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est d'éduquer à double sens les utilisateurs, les amateurs. Il y a d'une part l'univers crypto et ces spéculateurs, hein, qui sont ces nerds, ces geeks qui, pour eux, sont intéressés par les applications qu'ils peuvent faire du fichier dans un monde de gaming ou de metaverse ou de tous ces éléments-là, ou le simple fait de posséder un fichier qui vaut quelques centaines de millions de dollars. Mais indépendamment de ça, l'idée, c'est peut-être de donner aux artistes la volonté de créer des pièces véritablement artistiques pour intéresser et éduquer ces clients potentiels, ces amateurs potentiels qui
pour l'instant, n'ont pas véritablement de culture artistique. Et dans un autre sens également, c'est les amateurs d'art classique, traditionnel, les amener peut-être à découvrir une autre forme de création artistique et pas s'arrêter simplement sur l'image hyper spéculative qui est donnée aujourd'hui, qui est relayée par tous les médias qui n'y connaissent rien, qui continuent à répéter les mêmes âneries en ce qui concerne la blockchain, en ce qui concerne les NFTs, impressionnés par les prix qui sont atteints, mais qui ne font que répéter ce qu'un autre a dit précédemment. En réalité, cette communauté d'amateurs traditionnels d'art doit pouvoir s'intéresser à cette nouvelle forme d'expression parce qu'elle recèle aussi un potentiel extrêmement important et pas unique de création et pas uniquement en matière financière et spéculative. Alors, la révolution, donc est-ce que les vraies révolutions des NFTs ne sont pas tant liées pour l'instant, en tout cas, aux nouvelles pratiques artistiques qu'elles engendrent, mais plutôt à leurs répercussions sur le marché de l'art, en fait. Hein, c'est un peu ça. Oui, C'est-à-dire que comment ça va transformer le marché de l'art? Ça va transformer le marché de l'art en permettant comment dire, une extension du volume des transactions. Parce que la blockchain peut permettre, indépendamment des seuls NFTs, peut permettre également de sécuriser les transactions dans le marché physique de l'art. Il est possible d'une œuvre qui est enregistrée dans la blockchain peut être cédée par cet intermédiaire. Je parle là d'une œuvre physique. La transaction n'a plus besoin d'être passée par un intermédiaire, quel qu'il soit, commissaire-priseur, galériste, mais directement de l'un à l'autre, avec la plateforme qui sert d'intermédiation, mais avec des frais qui sont infiniment plus réduits que ce que pourraient prendre d'autres intermédiaires, et du coup permettre aux artistes de mieux vendre et de façon plus importante en se servant de cet outil-là. Et puis, s'ils sont intéressés par développer l'outil et s'en inspirer, s'en inspirer pour créer spécifiquement, développer une nouvelle forme de création artistique. Alors, Il y a ce qu'on appelle, qu'on utilise aussi, qui tente à se développer, l'art génératif. C'est-à-dire utiliser la technologie, notamment le codage ou les intelligences artificielles, pour associer dans un même fichier numérique, une création totalement numérique, des données qui viennent du monde physique. Par exemple, associer pour avoir une œuvre une œuvre évolutive en fonction, par exemple, de la météo, du cours d'un indice boursier ou des embouteillages dans la ville de Paris, en fonction de l'heure. Il y a toute une palette absolue, infinie de situations que l'on pourrait intégrer dans un fichier pour le faire évoluer. Et donc, on crée de l'art évolutif, génératif. okay. Donc, peut-être ce qui est un peu difficile à concevoir aujourd'hui, hein, pour des gens de ma génération, en tout cas, ou même de plus jeunes, c'est le fait d'être vraiment dans un monde complètement virtuel. C'est-à-dire qu'on perd le contact avec l'objet tel qu'on a l'habitude de l'avoir, c'est-à-dire vous allez dans une galerie, vous avez un objet, vous l'achetez et vous le mettez chez vous, et du coup, ça habille l'espace, il y a quelque chose, une relation directe qui se fait. Là, en fait, ça va passer obligatoirement par un écran. Absolument. C'est-à-dire Voilà. l'œuvre physique, avec les émotions qu'elle peut transmettre, les énergies là, on est dans un autre domaine, ça passe forcément par un écran. Mais Ouais. il est possible aussi que ces œuvres-là, et là, c'est même plus de la science-fiction, parce qu'on commence déjà à voir les choses arriver, c'est de servir de ces fichiers pour peupler votre univers virtuel dans un métaverse. Wow. Eh oui. Et alors, On pourra avoir dans un avenir très très proche, hein, les premiers métavers sont lancés, mais la qualité, les progressions technologiques est à vitesse exponentielle. Donc la qualité sera au rendez-vous dans je pourrais presque dire quelques semaines, où vous pourrez disposer de votre univers virtuel qui pourrait être tout simplement la transposition de celui bien réel et dans lequel vous pourrez avoir des accrochages totalement différents. On peut penser par exemple à une institution, là on parle de particulier, mais une institution, une fondation artistique qui a des collections énormes, mais qui ne peut pas les accrocher faute d'emplacement sur ses murs, peut développer dans un monde virtuel la retransposition de ces murs, mais avec un accrochage différent des pièces qui sont en réserve.
Alors, là-dedans, dans ce système virtuel, parce qu'on a eu l'occasion hein, de rencontrer des galeries, des commissaires-priseurs qui avaient du mal un petit peu à se situer dans ce système-là. Quel pourrait être le rôle des galeries, des commissaires-priseurs demain par rapport à ce monde-là? Quelle expertise peuvent-ils amener? Une expertise. Parce Ok. que d'un point de vue technique, malheureusement, je vais me faire encore un petit peu plus d'ennemis. Cette technologie, justement, est celle qui va révolutionner complètement tous les milieux qui sont touchés et impactés par l'émergence de la blockchain. On parle là dans le milieu artistique, mais dans l'immobilier, les notaires, les banques dans l'absolu. Enfin, c'est vraiment, quand je parlais en introduction d'une révolution industrielle majeure, la blockchain, je pèse mes mots. On est véritablement à l'aube, hein, parce les applications nouvelles sont quasiment tous les jours, on découvre de nouvelles applications que l'on peut en faire, vont entraîner à terme la disparition de pans entiers de l'économie, leur transformation en tout cas, et pour des professions, ouais, leur disparition. Donc en ce qui concerne le domaine artistique, effectivement, les galeries vont devoir se réinventer, s'associer peut-être plus précisément avec des plateformes qui vont permettre de vendre l'art physique, mais enregistré dans la blockchain et avec les transactions effectuées, pour présenter leurs artistes, pour associer leurs artistes résidents dans une démarche, cette fois numérique, et les accompagner dans cette démarche-là. Les commissaires-priseurs également, il faut qu'ils rejoignent ce mouvement pour permettre de continuer à réaliser des ventes. Leur expertise est totalement indispensable et absolument incontestable. Mais la pratique qui est faite de cette expertise et surtout de leur manière de vendre les choses, là, va évoluer. Et c'est à eux de s'adapter à la situation parce que malheureusement, ce progrès technologique est inarrêtable et que pour rejoindre Darwin, il faut s'adapter ou mourir. En France, précisément, le simple fait d'être officier ministériel ne les protégera pas parce que le marché est international, il est mondial, et que pour les ventes françaises, effectivement, mais qui représentent sur le marché international maintenant une part minoritaire, c'est principalement aux États-Unis et en Asie que les choses se font. Donc, il va falloir s'adapter et intégrer les différentes plateformes qui pourront être là pour apporter une expertise, pour apporter un réseau, pour apporter plein de choses. Mais les professions en elles-mêmes vont évoluer et il faut évoluer avec. Alors, autre question concernant, je dirais, les droits d'auteur. Ah, Aujourd'hui, je peux récupérer une image sur Internet d'un artiste XY, le mettre, en faire une NFT artistique, voilà. Donc, quels sont en fait les droits d'auteur, ou quid des droits d'auteur aujourd'hui sur des œuvres qui ont été piquées à gauche et à droite et que les gens s'approprient? Et qu'en est-il des fraudes, c'est-à-dire en fait alors, du effectivement, domaine du faux? tu fais bien de soulever ce problème parce que c'est un réel problème aujourd'hui. Alors, la blockchain ne change rien à la protection en termes de droits d'auteur. Les régulations, les droits qui sont édictés et qui en France sont particulièrement protecteurs pour les artistes et les auteurs et autrices, est suffisant pour, à mon sens, s'adapter également aux NFTs d'une manière générale. Il faut bien oublier, il faut bien garder en tête le fait que lorsqu'on achète une œuvre dans une galerie, ce qu'on achète, c'est le droit d'exposition privée. Lorsque on achète un fichier NFT, on achète exactement la même chose. On n'est pas propriétaire de plus de droits que s'il s'agissait simplement d'une œuvre physique. On achète le droit de pouvoir l'exposer chez soi. Et on ne peut pas en tirer des t-shirts, on ne peut rien en faire d'autre. Le problème aujourd'hui, c'est que le public d'une manière générale est assez peu informé sur les droits dont il dispose, que les plateformes existantes n'informent pas justement leurs utilisateurs, je pense, à mauvais escient, mais bien en ce qui les concerne, sur les droits dont disposent d'une part les artistes, les créateurs et ensuite les acquéreurs des œuvres, de sorte qu'aujourd'hui, la plus importante des plateformes qui s'appelle OpenSea
qui regroupe à peu près 90% du marché, a reconnu du bout des lèvres que plus de 80% des œuvres qui figurent sur leur plateforme sont des faux ou des contrefaçons, ces trucs-là. Et la pratique consistant à se prendre un fichier, en faire un screenshot et le transformer en NFTs est absolument illégale. On est effectivement dans la contrefaçon, c'est une atteinte au droit du propriétaire de l'œuvre, le cas échéant. Et aujourd'hui, il faut un peu euh, rentrer dans un cercle vertueux qui consisterait à informer justement les utilisateurs des droits dont ils disposent et aux créateurs de pouvoir enregistrer leurs pièces dans la blockchain. On utilise le terme de to mint en anglais, qui veut dire forger, les enregistrer avec des licences d'exploitation qui sont fournies. Il faut bien préciser qu'à ce moment-là, l'auteur propose à la vente l'œuvre qu'il a enregistrée suivant une licence qui permettrait soit une cession globale totale des droits ou une cession partielle, la reproduction privée, la présentation privée. Enfin voilà, il y a différentes catégories qui peuvent être éditées et qui permettraient de protéger d'une part l'acquéreur et le vendeur sur les droits dont ils disposent. Okay. Mais du coup, si par exemple, par rapport à cette fraude, quelqu'un utilise une de mes images, la met en NFT, quel recours je peux avoir contre lui? Parce que cette personne-là peut se trouver à l'autre bout du monde Voilà, et c'est être la dans sa difficulté. cave. Alors, il faut pas non plus craindre ce genre d'action Okay. parce que la pièce qui va être enregistrée dans la blockchain sera un fichier en haute définition, de grande qualité, d'un poids numérique suffisamment pour pouvoir être exposé dans les meilleures conditions. Les œuvres qui sont récupérées à droite et à gauche sont des œuvres en basse définition, dont il est rigoureusement impossible de faire quoi que ce soit. Même de les exposer sur un grand écran, ce sera hyper pixelisé et le rendu sera absolument détestable. Donc, il faut également un peu savoir de quoi l'on parle et la contrefaçon existe, mais en termes d'utilisation et d'efficience en soi, le rendu sera vraiment détestable. En revanche, l'action existe et elle te permettra toujours de poursuivre celui qui a usurpé tes droits et fait les choses. La difficulté sera peut-être aussi de l'identifier parce que la personne sera indiquée par une clé numérique privée et il faut pouvoir la reconstituer pour savoir qui est la personne. Mais dans l'absolu, c'est possible. Et les droits d'auteur, de manière générale, permettront d'engager ces procédures. Oui. Ça. Du coup, il y a quand même encore beaucoup de zones d'ombre sur, je dirais, un petit peu la juridiction autour des NFTs. Et je crois même d'ailleurs qu'il y a eu une problématique liée aux NFTs artistiques en Europe, puisqu'il était question qu'elles ne soient pas protégées comme le sont les autres NFTs. Je crois Ouais, le d'ailleurs qu'il règlement y a MICA une... prévoyait justement une réglementation un peu différente en ce qui concerne les NFTs, faire une distinction entre les NFTs et les autres cryptoactifs que pourraient être les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est encore en une phase de discussion en ce qui concerne ce règlement et on n'a pas encore de certitude sur le traitement qui va leur être apporté. Mais il serait, à mon sens, judicieux qu'il y ait véritablement un statut particulier aux NFTs artistiques puisqu'elles répondent à un besoin qui est indéniable. Donc, c'est une vague qui s'est engagée et qui ne s'arrêtera pas. Même lorsque la bulle spéculative aura explosé, les NFTs demeureront parce qu'elles répondent à une demande, elles répondent à un service qui est nécessaire, c'est de pouvoir donner une certification unicité à un fichier numérique, ce qui n'existait pas auparavant. Alors, je me suis aperçu en faisant cette démarche de mettre quelques-unes de mes œuvres sur NFTs, ce qui n'est pas encore tout à fait, dont le processus n'est pas encore tout à fait fini, parce que je dois dire que c'était très complexe, parce qu'il faut s'identifier auprès d'un organisme financier. La première fois est longue, un peu longue et compliquée, mais ensuite tout va très, très, très vite. Et c'est très simple. Mais c'est vrai que du coup, pour des artistes, je suppose qu'il vaut mieux qu'ils passent en effet par des systèmes où ils sont introduits dans ce système-là, parce que sinon, tout seul, c'est à moins d'être un geek absolu. Voilà, soit on est geek et on peut se
débrouiller tout seul. Sinon, il faut mieux passer par des plateformes qui sont là, qui ont les smart contracts. C'est-à-dire, le smart contract, c'est le code informatique qui permet d'enregistrer dans la blockchain toutes sortes de données. Et donc, D'accord. le smart contract a été développé, il suffit de l'utiliser et ensuite, selon un formulaire à remplir, de payer les frais de gas, c'est-à-dire les gas fees, les frais de transaction, pour qu'ensuite elle figure sur une plateforme et la proposer ensuite à la vente. Et ce qui est Super. intéressant d'ailleurs, c'est que c'est l'artiste en lui-même, c'est le créateur qui gère complètement tout le process. Il n'a pas forcément nécessairement à devoir discuter avec tel ou tel du prix. Il le fixe lui-même et après, il peut le modifier, il peut faire une utilisation du fichier, décider de le vendre, de ne pas le vendre, de le vendre aux enchères, suivant une période de temps limitée ou pas. Donc vraiment, il y a une liberté retrouvée d'une certaine manière de l'artiste qui n'est plus dans une même dépendance qu'il pouvait avoir auparavant. Et en fait, en plus de ça, j'ai appris aussi qu'il y avait beaucoup de musées qui commençaient à s'intéresser aux NFTs. Alors, soit en y mettant des images qui sont déjà sur leur mur, ou alors en commençant aussi à s'intéresser à toute cette dimension bon, ça date pas d'aujourd'hui, bien sûr. Le numérique est rentré dans les musées depuis un certain temps, mais j'ai l'impression qu'avec cette dimension des NFTs, il y a une reconnaissance de ces artistes qui est en train de se faire de plus en plus. Voilà. On peut effectivement assister à l'émergence d'une nouvelle catégorie d'artistes qui sont spécialisés dans ce domaine-là Mm. et qui, j'évoquais tout à l'heure l'art génératif, l'art évolutif, il y a certains trucs qui sont vraiment intéressants, qui sont Ouais. vraiment amusants et intéressants. Et ce que je trouve intéressant dans ce domaine-là, c'est justement le fait de trouver quelque chose qui ait du sens, parce que c'est quand même quelque Mm. chose d'important. Et que ce sens-là ne soit pas lié tout simplement au fait que ce soit dans un marché hyper spéculatif et que on va faire des NFTs et on va gagner énormément d'argent. Il ne Mm. faut pas se leurrer. Les NFTs qui sont hyper valorisés, qui s'échangent à des montants absolument délirants, sauf cas particulier parce que c'est tel artiste hyper connu ou parce que ce sont ces collections, j'évoquais les CryptoKitties, ça a commencé avec les kitties, ensuite les monkeys, ensuite enfin, on ne va pas les énumérer toutes, ce sont elles qui font le marché. Mm. Un artiste lambda qui fait une photo aussi belle soit-elle, une pièce aussi fantastique soit-elle, et qui la lance comme ça sur une plateforme NFT, elle va être noyée dans la masse Mm. et elle passera complètement à côté. Je connais certains artistes à l'ego bien placé, qui, certains de réussite, ont déchanté parce que finalement, ça n'intéressait personne, Mm. parce que sur ce marché-là, il n'est pas connu. Donc, il y a tout un travail de vulgarisation à effectuer pour se faire connaître, de communication, une communication qui est totalement différente des canaux habituels, qui se fait quasi exclusivement sur les réseaux sociaux en utilisant Discord, Telegram essentiellement, et Clubhouse, mais les canaux habituels sont différents. On touche une communauté qui est différente. Et c'est là où les plateformes ont un rôle à jouer, c'est justement de rapprocher les communautés pour les faire se rencontrer, la communauté des créateurs, la communauté des amateurs traditionnels et de cet univers crypto, pour les amener à découvrir, pour certains, d'autres formes de création artistique, et pour d'autres, les amener à comprendre comment cela fonctionne et s'emparer de cet outil pour ensuite créer, donner du sens, et donner du sens, pas forcément, et surtout pas déconnecter de la réalité. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à accrocher véritablement raccrocher les communautés. C'est quelque chose qui soit un peu hybride entre le monde réel et le monde virtuel. Et alors, est-ce que ce n'est pas un problème, et on va peut-être terminer parce que là, déjà nos 40 minutes sont faites, donc on est dans les temps, mais est-ce que ce n'est pas en fait un problème aussi générationnel? C'est-à-dire les gens qui achètent des NFTs, ils ont quel âge en général? Parce qu'il me semble qu'ils sont plutôt jeunes. Dans une trentaine Euh, d'années. hein. Oui, c'est générationnel. C'est là, en cela que je disais qu'il faut vulgariser et faire connaître aux différentes communautés les différentes formes de création pour les amener à les découvrir, éventuellement s'y intéresser efficacement et les acheter. Oui, c'est évident, hein,
conflit générationnel, s'agissant d'une nouvelle technologie, il est évident qu'elle sera beaucoup plus impactante pour un public jeune. Public qui est le nôtre, moi je m'y suis intéressé un peu par la force des choses, mais pas forcément très réceptif, parce qu'en plus c'est un domaine donc hyper technique, avec des termes très abscons, on en a utilisé certains, qu'il est difficile de comprendre, et même lorsqu'on se met, il y a véritablement, je pense à dessein, comme tout univers très spécialisé, un quant à soi qui est entretenu. La prochaine étape, ça va être la vulgarisation sur tous les publics, et permettre à des plateformes qui sont, même lorsqu'on veut comment dire, simplifier les choses, reste quand même assez complexe. L'idée, c'est la seconde étape, je disais, ça va être justement de trouver d'autres façons de présenter cette technologie et ce qu'elle apporte de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à utiliser. Juste une dernière remarque sur, je dirais, le côté, parce que c'est un petit peu à la mode, mais en même temps, il faut toujours y penser, sur le côté un petit peu énergivore de ces techniques. Est-ce qu'on n'est pas en train d'accoucher d'une souris avec une bombe atomique, voilà, ce genre de truc-là, non? Non, non, au contraire, je vais remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a Vas-y. quelques années, et toute la presse s'est emparée du sujet. Un blogueur a fait le malin en indiquant que la blockchain consommait énormément d'énergie et qu'à terme, elle était capable en une année de consommer autant que la consommation sur 10 ans d'un pays de taille moyenne. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Et tout le monde s'est jeté là-dessus, a été repris et amplifié. Alors effectivement, oui, la blockchain, d'une manière générale, consomme de l'énergie, peut-être un peu plus que d'autres, parce qu'il s'agit de calculs informatiques pour pouvoir encrypter les transactions et les partager ensuite dans des ordinateurs. Donc ça consomme effectivement de l'énergie, mais ça ne consomme pas nécessairement beaucoup plus d'énergie que les GAFA, que Apple, que Google, que Microsoft, Meta maintenant, Facebook, Instagram et compagnie. La technologie utilisée pour miner, c'est-à-dire tout processus de calcul pour enregistrer les transactions, consomme de l'énergie, mais on en est encore un peu au balbutiement quelque part de tout cela. Ça tente à s'améliorer au fur et à mesure. Il y a des blockchains qui sont très peu énergivores par rapport à d'autres. Celle du Bitcoin est très énergivore, de l'Ether également. Ethereum annonce depuis des mois et des mois et des mois qu'elle va changer de protocole de transaction. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est Proof of Work ou Proof of Stake, et que cette seconde Proof of Stake, la preuve d'enjeu, est beaucoup moins énergivore. Toutes les blockchains les plus récentes l'utilisent, celle qu'on développe avec Givenchy et également sous cette blockchain-là, et donc très peu énergivore, et de ce fait, en plus, moins coûteuse que les autres blockchains, parce que les frais de transaction sont beaucoup moins élevés. Donc, c'est très exagéré en ce qui concerne les éléments qui ont été donnés dans la presse, dans les médias en ce qui concerne l'énergie. C'est moins que ce qu'il a été dit. C'est pourtant une réalité. En revanche, les choses sont en train d'évoluer, et donc de plus en plus de blockchains sont très peu énergivores et d'une certaine manière aussi compensent et utilisent l'énergie dépensée pour pouvoir être réemployée, recyclée. Et je sais qu'il y a par exemple certaines blockchain qui utilise l'énergie qui est dégagée pour la réaffecter dans le réseau de chauffage urbain, de manière à ce que cette énergie-là serve également. Okay. Voilà. C'est un programme. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un petit tour un petit peu de la question. Merci Frédéric. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui veulent poser des questions ou qui ont voilà, des réflexions à partager avec nous. Je vois qu'il y a un grand silence tout d'un coup. Vous pouvez aussi le faire à travers le chat, hein, si jamais vous préférez plutôt vous exprimer par écrit. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour quand même de cette histoire-là. Je suis en train de checker. Quelqu'un a une question?
Personne n'a une question? Ah, bonjour. Bonjour, Bonjour. je suis Olivier Lerner, je suis avec Sophie Lanoë. Nous sommes les deux co-auteurs d'un livre qui est sorti il y a une quinzaine de jours qui s'appelle NFT Mine d'or. Et cher Frédéric Steimer, j'ai beaucoup apprécié votre duo, non pas duel, avec votre ami artiste, parce que je crois que l'idée, effectivement, de faire appel à un artiste néophyte, qui, on peut le dire, semble n'y comprendre pas grand-chose, mais semble plutôt aimer ça, eh bien, c'est intéressant et je crois que c'est le cas finalement de la majorité des interlocuteurs que nous croisons également en conférence. Est-ce que vous, l'artiste, vous avez encore en fait une question peut-être encore plus impertinente à poser à Frédéric Steimer que vous pourriez maintenant oser lui poser, maintenant que vous êtes un peu chaud, pour vraiment vous lâcher sur ce que vous pensez vraiment des NFT de la blockchain aujourd'hui et surtout pour demain? Alors, moi, très sincèrement, je pourrais me passer des NFT aujourd'hui, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis dans un atelier ici, je suis dans une grotte, et dans cette grotte, je n'ai besoin que de très peu de choses. Mais bon, j'ai choisi cette vie, donc je prends ça. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, et alors là, je suis artiste, mais je suis aussi président de la Fédération de l'art urbain, donc c'est aussi de répondre à quelque chose qui se passe, qui est en effet, peut-être pour des gens de ma génération, assez mystérieux, mais en même temps qui m'interpelle. Et j'essaye de trouver, je dirais, des connexions avec le monde de l'art et de trouver un peu quelques formes tout à fait nouvelles qui pourraient sortir de cette technologie-là. J'avais fait référence au début à Kevin McCoy, qui est donc le premier qui a sorti une œuvre de NFTs artistiques. Et en parcourant sur son site, j'ai vu vraiment une approche vraiment assez intéressante avec des questionnements très conceptuels. Et en fait, je pense qu'il faut en effet que cette technologie vieillisse. Le truc, c'est qu'avec le virtuel, le vieillissement est accéléré. Donc peut-être qu'on va attendre un Marcel Duchamp virtuel qui va changer un petit peu notre conception. Et d'une certaine manière, les NFT nous bouleversent complètement parce qu'elles nous sortent de l'objet tel que traditionnellement on le voit dans le monde artistique pour rentrer dans une dimension très conceptuelle, très, très virtuelle, que je trouve assez fascinante. Bon, mais voilà, mais en même temps, on a eu souvent dans des conversations qu'on a eues avec des gens, enfin des acteurs du monde de l'art, il y a une sorte de fossé qui est en train de se faire autour de l'objet concret et sa représentation numérique. Et ça, c'est une chose qui est assez fascinante parce que c'est vraiment, notre cerveau n'est pas encore adapté à ça. Enfin, je parle en tant qu'artiste. Hein. Ça veut dire que même si Frédéric Steimer a été très très clair, il y a des choses, vous pouvez nous l'avouer, que vous n'avez pas compris. Non, j'ai compris, mais que dans lequel, artistiquement parlant, je ne suis pas encore rentré. Je me pose des questions parce que je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je ferais si je faisais une NFT? Et si j'ai retardé mon inscription sur le site, la plateforme de Frédéric, c'est parce qu'en fait, je me dis quelle chose intelligente je pourrais y amener. Et ça, c'est parce que je fais des photographies, des choses comme ça, je peux les mettre et puis voilà. Mais pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai envie que quelque chose soit adapté à cet outil. En fait, c'est un outil et comment utiliser cet outil-là? De la même manière que voilà, la première fois qu'on a fait des gravures sur métal, qu'on a fait les premières reproductions, qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de faire des multiples? Et moi, j'avoue que je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais il faut, je pense, peut-être que je plonge là-dedans, que je fasse des bêtises, que je fasse des erreurs, parce que je pense que l'art, c'est aussi une manière de sublimer ses erreurs. Donc, je pense que je vais y aller. Je vais avoir peur, mais je vais y aller. On peut faire un parallèle également tu évoquais les multiples. Hein.
il y a la possibilité, avec la multi-tokenisation, c'est-à-dire pour un même fichier, de l'éditer de la même manière qu'une litho, on l'édite à plusieurs dizaines, centaines, milliers d'exemplaires. On peut réaliser la même chose dans la blockchain avec la multi-tokenisation. Il suffit d'associer pour un même fichier, donc il sera sur des centaines de milliers d'exemplaires, et de le vendre comme tel. C'est-à-dire qu'on l'enregistre avec autant de tokens qu'il est nécessaire. Alors, On peut même aller plus loin encore dans le délire. Et c'est là ce que je disais, la blockchain est un outil absolument extraordinaire. On peut également diviser par part, en divers tokens, une œuvre pour l'acheter à plusieurs, si on n'en a pas les moyens. On peut également trouver des fonds en divisant un projet artistique, là, puisqu'on parle d'art, mais ça peut être sportif, ça peut être tout autre type de projet. On le divise, on a besoin c'est un peu du crowdfunding, mais avec la dimension de l'investisseur supplémentaire est protégée par la blockchain, avec la sécurité qu'elle apporte et l'automatisation qu'elle entraîne. alors moi, il y a une dimension qui m'intéresse parce que je suis un amoureux de l'art urbain et l'art urbain se détermine par sa disparition. Hein, c'est-à-dire, vous faites une œuvre dans l'espace public et elle disparaît peu ou prou. Ça peut prendre quelques minutes, quelques jours ou quelques années, mais ça disparaît. Et je me disais, tiens, en vous écoutant poser ces questions-là, je me dirais, mais en fait, je vais mettre une œuvre, en faire une NFT, comme ça, et le code que je vais recevoir, ben, je vais le brûler. Et voilà. Et du coup, une œuvre va exister, mais que personne ne pourra voir. Et ça, je trouve, enfin, c'est ce genre de démarche conceptuelle j'aurais envie avec lequel j'aurais envie de travailler et qui rejoint celle que tu décrivais tout à l'heure de cet artiste qui va montrer le processus de création et qui ensuite va produire. On a des amis, moi j'ai un ami qui s'appelle Gérard Zloty-Camien qui faisait ça, qui brûlait ses œuvres, qui les mettait dans des bocaux et ensuite qui vendait ou donnait d'ailleurs ces bocaux de cendres. Donc peut-être qu'en fait, voilà, il faut produire en définitive des choses intéressantes et qui posent question au système. Je vois que Renaud voudrait poser une question. Micro. Bonjour tout le monde, vraiment désolé, j'ai eu la grossièreté d'arriver avec 30 minutes de retard au moins, je crois. Du coup, je vais poser une question qui probablement a déjà été traitée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je regarderai l'enregistrement. Je ne veux pas vous embêter à vous faire répéter un truc déjà dit. Moi, la grande question que je me pose, parce que c'est comment on détermine en fait à qui sont les droits, puisque le NFT va porter sur une photo qui représente une fresque. Alors, à qui sont les droits? Est-ce que c'est à l'artiste qui a peint la fresque? Est-ce que c'est au photographe? Est-ce que c'est à l'éditeur qui serait la personne entre les deux qui irait publier sur un marché NFT et puis faire le travail justement de tout ce qui va autour pour faire monter la sauce de ce NFT? Même si je patauge dans un truc que je comprends assez mal, là, c'est vraiment la grande zone d'ombre pour moi. Est-ce que vous avez déjà abordé tout ça? Alors, on l'a abordé de manière théorique. En réalité, on se retrouve, et si on ajoute en plus les NFTs, dans une superposition de droits en ce qui concerne les œuvres qui sont dans l'espace urbain. Parce qu'on a le propriétaire du mur, nous avons l'artiste, nous avons le photographe, nous avons le diffuseur, le cas échéant. Et si on le met en NFT, il y a en plus encore d'autres droits qui peuvent s'ajouter. Et voilà. Donc, en réalité, il y a un travail d'éducation et surtout de faire en sorte que les plateformes rentrent dans un cercle vertueux qui consiste à mettre l'accent sur les droits d'auteur. Et de faire systématiquement d'abord une information des droits dont sont attachées les œuvres, ça me paraît essentiel, et d'autre part, de permettre au créateur, c'est-à-dire celui qui initiera le dépôt dans la blockchain, le NFT, avec des licences d'exploitation et pas les larguer comme ça directement. Parce que par défaut, si on achète ce que j'ai évoqué, la représentation privée, vous l'achetez que pour l'exposer chez vous dans le monde réel ou le monde virtuel, mais pas plus que ce que vous achèteriez dans une galerie en achetant l'œuvre physique. Simplement, en les cédant et en les mettant en vente sur les plateformes avec des licences, le créateur choisit lui-même les droits qu'il souhaite conférer à l'œuvre qu'il va vendre.
Et à ce moment-là, l'information, elle est faite en amont et en aval. Et à ce moment-là, on règle la situation. Transposé à l'œuvre qui est dans l'espace urbain, c'est le même problème. Ce sera il faut qu'il y ait un accord entre les différents détenteurs des droits dans le monde réel pour pouvoir choisir celui qui va détenir les droits ou quitte, ce qui est malheureusement certaines plateformes ne le permettent pas, une répartition des droits en fonction des différentes qualités. C'est-à-dire qu'une œuvre qui aura été posée dans l'espace urbain, on pourra choisir contractuellement ensemble de la transformer en NFTs en simplement mintant la photo de l'œuvre et en déterminant que le propriétaire du mur, s'il veut participer, l'artiste, le photographe, le diffuseur, le cas échéant, s'accorde sur une répartition des droits pour la vente de la pièce. Et si elle est achetée à ce moment-là, et c'est là où la blockchain est intéressante et que les transactions réalisées par ce biais-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un tiers qui va faire les chèques, les virements, etc. C'est automatique. Vous aurez rempli le formulaire en fournissant vos coordonnées bancaires, la transaction est réalisée, et à ce moment-là, automatiquement, vous êtes crédité dans vos toilettes des différents droits qui vous reviennent. Mhm. Donc, il faudrait se mettre aujourd'hui, en 2022, à inclure dans tous les contrats avec des artistes la possibilité d'une répartition de droits sur des NFT, en fait, Ça me idéalement. paraît essentiel. Ça me paraît essentiel, ça va être de plus en plus le cas. Je suis approché et j'approche également des structures pour leur offrir ce genre de choses. Une structure, par exemple, qui porte un festival et qui a tous les ans des fresques qui sont peintes, mais qui sont éphémères et qui durent le temps du festival, le fait de les enregistrer, d'en faire des visuels, des photos HD qu'on transforme ensuite en NFT, en se servant d'une répartition sur laquelle les parties seraient mis d'accord. C'est un moyen pour pérenniser le festival pour son budget, de rémunérer mieux l'artiste et puis de lui offrir une exposition avec la fresque qu'il a réalisée en communiquant dessus. Et ça porte uniquement sur les photos qui auraient été produites par le diffuseur, ou est-ce que ça peut être sur toute exploitation de la fresque en question? C'est la liberté. Je ne me rends pas compte ce qui serait légitime en fait vis-à-vis du droit d'auteur et de tout ça. On est en matière contractuelle, donc c'est l'accord des parties qui fait foi. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord. Si on se met d'accord, on peut tout faire. Et c'est ça qui est génial avec cette technologie, c'est qu'on peut tout faire. On peut répartir différemment, on est limité par aucune règle, si ce n'est respecter la législation en matière de droit d'auteur, en l'occurrence. C'est tout. Et que la cession de droit doit être systématiquement, obligatoirement par écrit, et qu'on ne peut pas toucher au droit moral. Ça, c'est incessible, intransférable et intemporel. Comme d'hab. Et c'est pas parce qu'on est dans le monde virtuel que ça change. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Je suis en train de lire un... Merci pour ce premier pied à l'étrier dans la compréhension des NFT. Bah, écoute, c'est bien. L'autre étape, c'est de tester à la fois en achetant et en créant. Merci à tous. Bon, bah, écoutez, merci à vous en tout cas de ce commentaire, Charlotte Moral. Merci Charlotte. J'espère que ouais, ça a été clair. Plus personne d'autre n'a de questions? On va peut-être alors conclure cet échange. Nous allons bien sûr le retrouver parce que nous avons enregistré cet événement. On va le retrouver sur le site, bientôt sur le site de la Fédération de l'art urbain, et je crois aussi sur une autre plateforme, Frédéric. Clubhouse. Clubhouse, très chic. On a créé une room avec Divenchi, qui est donc la plateforme que je développe, qui va être lancée maintenant très très bientôt. Donc on est sur Clubhouse, et je voulais peut-être faire un petit mot de conclusion pour dire que on est dans un monde hyper spéculatif, mais c'est une technologie bien ancrée maintenant, dont beaucoup d'applications sont possibles dans tous les domaines.
dans le domaine de la finance, des assurances, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la distribution, dans le domaine où on utilise cette blockchain pour faciliter, fluidifier, tracer des produits, des échanges, etc. Donc, elle ne s'arrêtera pas là et il est important d'en comprendre l'essence et les utilités et on en a une dans le domaine artistique avec le développement d'une nouvelle forme, pas le développement, en tout cas la possibilité de monétiser et de trouver des débouchés à une forme de création artistique numérique. Merci. Et puis merci à Anne-Catherine qui a quand même réussi à comprendre 2-3 choses, même si elle fait partie, comme elle le dit elle-même, pour les vieux que nous sommes. Je ne sais pas quel âge elle a, mais voilà. Ben, écoutez, merci à tous en tout cas, et ben, à N'hésitez très pas, si bientôt. vous avez d'autres questions, à me contacter. Je suis disponible pour cela sur les réseaux sociaux ainsi que sur la plateforme d'Ivenchi. Super, merci beaucoup. Et je vous en prie.